Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Nous revenons après 2 semaines d'absence dues aux travaux. Et là, je peux vous dire que le studio est magnifique. Studio financé par Bill Gates. Je remercie Bill Gates. Alors, je rigole, bien entendu, je rigole. Ce n'est pas Bill Gates, c'est vous qui avez permis ces nouveaux studios. Des studios qui permettent de rentrer vraiment en 2025 et qui feront que vous aurez une meilleure écoute, mais aussi une meilleure visibilité, parce que dorénavant aussi, la radio, ça se regarde. Toutes nos émissions, enfin globalement toutes les émissions, sont dorénavant filmées, et celle-ci l'est bien entendu. Je salue notre ami Arnaud à la technique, le Spielberg des réalisateurs radio, je le salue. Je salue Patrice, l'homme à la sublime écriture. Écrivez-lui, là, appelez-le. Il va décrocher le téléphone comme personne. C'est le Lucky Luke du téléphone. N'hésitez pas à lui poser plein de questions et à faire même des longs tunnels. Il adore ça. Et bien entendu, aujourd'hui, pour cette rentrée, je reçois Jean-Michel Vernochet. Il se fait beaucoup trop rare et c'est vraiment dommage. Journaliste ancien du Figaro, grand reporter. On va parler ensemble de cette fameuse rentrée sociale. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous aurons les pics et les fourches, ou est-ce que les Français resteront chez eux à regarder la télé? On va voir ça avec notre ami Jean-Michel Vernochet. Bonjour cher Jean-Michel. Vous écrivez d'ailleurs un très très long article sur le sujet parce que vous vous y intéressez. Vous êtes aussi géopoliticien, vous vous intéressez à ce qui se passe dans le monde, mais aussi à ce qui se passe dans le France. Et justement, cette rentrée de 2025, comment la voyez-vous? Écoutez, chaotique à l'image de la France, du gouvernement, de la crise qui nous agite et s'agite ces jours-ci, mais avec un certain nombre de petits coups de jarnac, de grosses roueries de la part du gouvernement et de la présidence, puisque le Premier ministre a déposé une question de confiance, rien n'y obligeait, et il n'a pas pu le faire sans l'aval du président Macron. C'est-à-dire que ces gens-là, je ne sais pas sur quelle ficelle ils veulent tirer, mais en tout cas, on peut supposer, subodorer qu'il y a de l'arnaque dans l'air. Quel type d'arnaque? Écoutez, pourquoi la question de confiance est posée le 8, c'est-à-dire 2 jours avant la journée bloquons tout, bloquez tout, bloquons tout. Je note d'ailleurs que cette journée, dont je ne connais pas les initiateurs, a été récupérée, rattrapée par tous les syndicats, le Parti socialiste qui n'est plus rien, mais qu'on voit en permanence sur les chaînes publiques. Hein. On leur donne toujours la parole comme si ils étaient toujours aux affaires et dominants, prédominants. Les syndicats, la CGT, tout le monde se rallie, tout en annonçant une journée nationale pour le 18. Tout ça semble bien étrange. Je rappelle que Cocteau, dans Les Mariés de la Tour Eiffel, avait dit « Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». C'est ce que les syndicats semblent adopter comme attitude à l'égard de cette journée du 10. Alors, pourquoi la question de confiance le 8 ? On essaye peut-être de souffler la bougie, que sais-je, on essaye de... je note que les Républicains, M. Retailleau, votent la confiance au Premier ministre en disant assez d'instabilité. Alors, la part du calcul personnel, de l'ambition, du jeu sur le calendrier politique et électoral est obscure. Je note aussi, j'apporte un nouvel élément au dossier, c'est que le 12, l'agence de cotation Fitch va regarder de près et revaloriser, c'est-à-dire plutôt baisser la note de la France, de son économie, regard notamment de son endettement. Je rappelle qu'en 8 ans
Macron regnante, la dette de la France a augmenté de 1800 milliards. C'est pas rien, c'est quand même assez prodigieux. Il fallait le faire, hein. Alors bien sûr, on accuse le Covid, c'est le Covid et le pognon de dingue. Enfin, on sait très bien aujourd'hui, on le savait dès le départ, que le Covid était aussi, c'était effectivement une très grosse grippe, dangereuse, tueuse, mais pas pire que la grippe, par exemple, de 1968, qui avait fait 20 000 morts, hein. Et donc, c'était aussi une mise en scène. Ça s'appelle, en gros, ça s'appelle le gouvernement par la peur. Hein, d'un autre côté, la planète se réchauffe. Alors, on a eu 2 épisodes caniculaires cet été, certes, mais si on se reporte à 2003 et plus encore à de 1976 et 1947, la chaleur n'a pas été pire, loin de là. Et on ne parlait pas de réchauffement climatique à l'époque. Non, les canicules, ça a toujours existé. D'autant, toujours une incidente dans l'incidente, que le GIEC nous parle maintenant d'un risque de glaciation. Enfin, on croit rêver, on se réchauffe ou on se glace. Bon, c'est dû en même temps un peu à la Macron. Donc, on règne par la peur, que ce soit le Covid, le réchauffement climatique, et maintenant, c'est aussi à la dégradation de la note par Fitch et à la mise sous tutelle, comme naguère la Grèce, la mise sous tutelle par le FMI ou par Bruxelles, que sais-je. Voilà. Donc, quel jeu jouent tous ces gens? Toujours est-il que l'hypothèse la plus probable, la plus prévisible, c'est que M. Bayrou soit condamné à la démission, à ceci près que ensuite, M. Macron peut prendre son temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour désigner un nouveau Premier ministre. Qu'est-ce qui lui a été fatal à Bayrou, c'est-à-dire, c'est d'avoir parlé de ces 2 jours congés. Pourquoi sacrifier la tête de Bayrou aussi? Bon, c'était quand même un bon paratonnerre pour Macron. Quelle est la stratégie derrière? Je crois que M. Bayrou a surtout dépassé maintenant, il peut jeter l'éponge, comme on dit sur le ring, pour les boxeurs. Il a dépassé la limite des 6 mois, donc il a le droit à tous les avantages acquis et dévolus aux anciens premiers ministres, voiture de fonction, secrétariat, entretien du véhicule, indemnité de ceci, de cela. Faut pas oublier que c'est quand même toutes ces hautes fonctions sont aussi des sinécures, hein. Ne sont pas des hommes qui prennent des responsabilités et qui les assumeraient. On a vu Madame Buzyn avec sa gestion catastrophique du Covid, qui est partie, qui a été nommée ensuite à l'OMS, où elle a fait un court séjour, et puis elle est rentrée en France, et où elle a été décorée, archi-décorée, comme une héroïne de la guerre que M. Macron avait déclarée à la pandémie. Non, je crois que M. Macron a bien annoncé qu'il ne quitterait pas ses fonctions, qu'il irait jusqu'au bout de son mandat, c'est ça, son expression personnelle, qu'il irait jusqu'au bout de son mandat, et donc il essaye de gagner du temps. On met 6 mois à nommer un nouveau Premier ministre, et puis après, on peut dissoudre l'Assemblée. Alors aujourd'hui, quand même, la configuration a un petit peu changé, parce que la France insoumise, par la voix de M. Mélenchon, demande la destitution, et le Rassemblement national, par la voix de M. Bardella, sont plus modestes, ils présentent mieux, ils sont propres sur eux, demandent la démission de M. Macron. Mais M. Macron n'a aucune envie. N'oubliez pas que c'est un membre éminent du jet-set. Il passe son temps dans les cours européennes. Il est invité ici, en Grèce, à Monte-Carlo. Bien sûr. Mais là où c'était choquant, cher Jean-Michel, je vais mettre de l'eau à votre moulin, c'est que j'ai vu ça sur Nice Matin, que Macron rentrait du fort de Brégançon le 28 août, alors qu'il y est allé le 21 juillet. C'est-à-dire qu'il a pris des vacances de fonctionnaire, hein, si je puis dire, d'enseignant, même si je puis dire d'éducation nationale, hein.
Vous imaginez un président de la République qui part en vacances du 21 juillet au 28 août, avec ce qui se passe dans le monde, alors qu'on a Trump et Poutine qui se rencontrent, on a on a un Macron aussi qui fait ses sorties en mer, que l'on voit en couverture de Voici, comme tous les ans. Il y a une sorte de regardez, je passe de belles vacances, je fais du surf, vous voyez, en mer, à Ramatuelle, parce que 40% de Français ne peuvent pas faire. Et pour ceux qui le font, ils ne vont pas sur la Côte d'Azur. Et il montre sa richesse, il s'en fout. Il paie des vacances, il fait quasiment des 5 semaines de vacances, alors qu'il dit que peut-être la 5e semaine de congé payé sera peut-être sacrifiée. Hein, on en parle. Pourtant, lui, il ne sacrifie pas ses semaines. Enfin, on a quand même un pouvoir qui, chaque jour, crache à la gueule aux gens, quoi. Pour être vulgaire, là je suis vulgaire. Le crash à la gueule, c'est brutal, mais c'est même pas vulgaire parce que c'est la réalité dans toute sa nudité. Sauf que vous avez oublié quand même, M. Macron a interrompu ses vacances pour aller à Washington. Ah oui, c'est vrai, il a fait 24 heures. Bon, il est allé dans le bureau Oval avec ses copains. Il a écouté Trump, gentiment. Voilà. Madame von der Leyen, elle était allée en Écosse. Je rappelle qu'ils sont allés à Washington sans être invités. Hein. Ils se sont invités, mais invités dans le bureau Oval pour rendre un hommage lige, si on parle le langage de la féodalité, un hommage lige au grand patron. Madame von der Leyen, elle s'est ultra félicitée de n'avoir obtenu que 15% de droits de douane, et encore on va discuter parce que quand même le bordelais, le cognac, il faut ménager tout ça, hein, sont bons électeurs. 15%, mais d'un autre côté, elle vient de prendre un engagement à hauteur de 700 milliards d'achats de gaz liquéfié. C'est quoi, le GPL, c'est ça? C'est ça. Le gaz liquéfié américain qui est 4 fois plus cher que le gaz russe. Quelle victoire! Et on va acheter au nom de l'Europe aussi pour 750 milliards d'armes, mais pas des armes françaises, pas des armes européennes, des armes américaines. Donc l'Amérique, d'un côté, se désengage du théâtre ukrainien, mais malgré tout continue à vendre ses armes par le truchement de la bonne Europe. Ah, on peut dire qu'on est bien servi. Bon, les Français doivent se serrer la ceinture, vous l'avez compris, et à mon avis, c'est pas terminé d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils peuvent se la serrer plus, les Français? Je vois dans les supermarchés, les caddies sont toujours pleins, mais si on interroge les caissières, elles vous disent que les gens font quand même de plus en plus attention. Et puis les restaurateurs, j'imagine, pendant les vacances, ils n'ont pas fait les chiffres habituels aussi. Non, mais également, il faut bien penser que les Français, on peut les ponctionner, les pressurer un petit peu plus. Ces salauds de Français ont quand même, dans leur bas de laine, ont 90 milliards d'économies. Alors, on leur a vendu des pompes à chaleur, on leur a vendu des bagnoles électriques, on leur a vendu des panneaux solaires à mettre sur les toits, mais quand il n'y a pas de soleil, ça marche pas. Hein. On leur a vendu des éoliennes ultra subventionnées, ce qui a permis d'augmenter le coût de l'électricité, etc., etc. Bon, mais ça, c'est pas suffisant. Les Français ont boudé les bagnoles électriques. Je ne sais pas s'ils se sont rués sur les panneaux solaires pour leur toit, malgré les publicités. On est harcelé. D'ailleurs, on se demande ce que fait l'État. On est harcelé par des gens qui veulent nous conseiller sur des économies d'énergie. Ça téléphone sans cesse. Je ne sais pas où ils ont obtenu nos numéros de téléphone, mais en tout cas, ils les ont. Hein. Je parle de téléphone portable. Voilà, et l'État se contrefiche de ce démarchage qui est en fait du harcèlement. Les Français sont vraiment cocufiés. Et comme vous dit, on leur crache à la gueule, tentez plus. Alors, on va voir ce qui va se passer le 10. Le 10, c'est dans quelques jours. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez de ce 10? Est-ce que
Est-ce que c'est peut-être le début de quelque chose? Certains sur Internet expliquent que peut-être c'est monté par les agences d'État, etc., que c'est une forme d'opposition contrôlée, comme on dit souvent, et que en réalité, qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'abord, Non, alors moi, je pense que l'opposition contrôlée, c'est les syndicats, hein. d'accord. C'est pour ça ils essayent, les syndicats, en se rassemblant le 18, essayent de désamorcer, de dire c'est pas la peine de vous manifester, j'ai pas dit de manifester, mais de vous manifester le 10. Nous sommes les institutions. Mais enfin bon, c'est comme la FNSEA pour les agriculteurs. Ce sont des syndicats de la gauche à l'ancien Parti communiste, la CGT, courroie de transmission du Parti communiste, ce sont des syndicats compradores. C'est Marx qui parlait des bourgeoisies compradores, mais là, ce sont des bourgeoisies syndicales qui sont comparses, acolytes du pouvoir. On l'a vu d'ailleurs parfois dans certains votes, dans certaines prises de position de la CGT, avec Macron qui était étonnante. On était contre Macron un jour, mais surtout pour lui le lendemain. C'est vrai. On disait qu'il était le pire du pire, et en réalité, au final, on votait pour lui. Vous savez, cher Jean-Michel, j'ai fait un reportage auprès des Antifa l'année dernière, enfin, non, pas l'année dernière, au mois de mai. J'ai fait donc ce reportage chez les Antifa, et je leur ai posé la question, parce qu'ils faisaient une grande réunion sur le fascisme, l'extrême droite, etc., qui sont à nos portes et qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Et je leur ai posé la question s'ils préféraient Macron à Madame Le Pen, et il n'y en a pas un qui m'a dit Madame Le Pen. Hein. Oui, on votera quand même Macron. Anti-fasciste, hein, soi-disant. Bon, c'est comme ça. Hein. Et j'ai la remarque que ces gens-là, à gauche, aiment en réalité le grand capital. Et ils roulent, bien entendu, pour lui. Mais, cher Jean-Michel, le 10 septembre, bloquons tout. Est-ce que vous sentez, hormis bien entendu sur les réseaux sociaux, que c'est quelque chose qui commence à prendre auprès de l'opinion publique? Écoutez, mon sentiment, c'est purement instinctif ou intuitif. C'est vrai que ça commence à prendre. On peut penser que c'est une résurgence, une remontée du mouvement des Gilets jaunes. On va voir ce que cela donne, mais on espère toujours dans ces cas-là, on prend un peu ses désirs pour des réalités, que nous ayons une surprise agréable, surtout si la confiance n'a pas été votée la veille. Euh, Si la confiance n'est pas votée, et elle ne le sera certainement pas, ça peut être un coup de boutoir salutaire de la part de l'opinion. Alors, encore une fois, je ne sais pas qui est à l'origine et qui anime ce mouvement Bloquons tout, mais encore une fois, il y a un caractère peut-être semi-spontané à la façon des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ne sont pas morts, ils sont toujours là. Avant les Gilets jaunes, je rappelle qu'il y avait eu en Bretagne les bonnets rouges. Il y a une fermentation sociale indéniable. Et si on se réfère aux grands théoriciens de la guerre et de la stratégie qui s'appelait Sun Tzu, un chinois du 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu disait quand le peuple manifeste, quand il y a c'est pas très grave. Tout ça, ça peut se contrôler. Tout ça peut se rentrer dans l'ordre. Mais quand le peuple se tait, quand il y a le silence, alors là, le pouvoir doit commencer à s'inquiéter. Je pense que le pouvoir s'inquiète. Il y a des dispositions qui ont été prises récemment, enfin depuis un an, pour que certains hôpitaux militaires ne soient préparés à accueillir des blessés et des blessés de blessures de guerre, de blessures graves. Des hôpitaux également, il y a une circulaire qui vient de passer pour demander à ce que là aussi des dispositions, des mesures soient prises pour accueillir des blessés. Alors, est-ce dans le cadre d'un affrontement contre la Russie? Je ne crois pas qu'on aille participer à la prochaine offensive contre l'Iran, mais ou en cas d'émeute.
Quelqu'un me faisait remarquer que pour la première fois, outre la claque payée sur les Champs-Élysées pour acclamer le Monsieur Macron un impérator dans son commande-car, on a fait défiler les blindés de la gendarmerie. Alors la gendarmerie nationale, c'est l'armée, certes, c'est l'armée. Mais autrefois, on faisait à la rigueur défiler les pompiers, qui à Paris sont l'armée, se relèvent de l'armée, mais en général, la gendarmerie n'a pas vocation à intervenir sur des théâtres extérieurs. Donc s'il y a un théâtre de guerre, c'est un théâtre de guerre intérieure, donc de guerre civile. C'est assez surprenant, c'était une innovation, comme si on mettait un peu la gendarmerie à l'honneur et qu'on la préparait à des temps difficiles. Alors, question d'auditeur, enfin, commentaire d'auditeur qui arrive, qui afflue. Bonjour, Premier ministre, 6 mois minimum et retraite de Premier ministre à vie. Faites le calcul de toutes les accumulations de leur retraite dorée, de tous ces incapables, et vous comprendrez quelle est leur raison de faire de la politique. Merci. Ben oui, on se rappelle des chiffres de la retraite de Monsieur François Hollande. Je crois que c'était 25 ou 30 000 euros par mois. J'imagine que François Bayrou sera dans ce même ordre environ. Parce que François Bayrou, il se trouve que moi j'étais au collège ici, lycée La Fontaine, j'avais 13-14 ans. Eh bien, François Bayrou était mon ministre de l'Éducation nationale. J'ai aujourd'hui 44 ans quand même. Donc, Bayrou, là depuis très longtemps. Hein. Ben, on appelle ça un vieux cheval de retour. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez dans certaines vidéos, dans certaines retransmissions, M. Bayrou cherche désespérément ses mots, agrégé de lettres, paraît-il. Il cherche ses mots, il bafouille. Bah justement, tiens, cher Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez pensé de cette attaque contre la génération du baby-boom de la part de François Bayrou? Justement, parce qu'il a bafouillé, et puis en fin d'interview, ah, tiens, ce sont les baby-boomers qui sont responsables de la dette, c'est eux qui sont dans le confort. Bah oui, ces salauds, ils touchent encore des retraites, ils crèvent pas assez vite. On a eu beau faire voter l'euthanasie, appelons-le par son nom, c'est-à-dire l'aide à mourir. Ils s'accrochent. On a eu beau avoir le Covid, la vaccination, parce que quand même la vaccination, un de ces jours, peut-être la bulle. On pourra en parler, ça c'est sûr. Vaccinatoire va exploser. Ça semble se confirmer, même. Pierre Chaillot a dû écrire sur cette question. Pierre Chaillot, c'est ce brillant statisticien qui avait démonté les chiffres du Covid pour montrer que la pandémie était une pandémie largement imaginaire. C'était pas la grippe espagnole de 1917, 17-18. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Les baby-boomers. Oui, les baby-boomers, ce sont des salauds qui touchent les retraites. On essaye de les dégager le plus vite possible. Mais par contre, on ne va pas s'occuper si on prétend s'en occuper, mais ça fait 10 ans que j'entends ça, 15 ans, 20 ans, des super multi-centenaires que nous avons en Algérie. Il y a beaucoup de gens de retraités qui ont dépassé 120 ans. C'est remarquable, ils peuvent être inscrits au livre Guinness. Ça prouve que la protection sociale à la française, c'est merveilleux, quoi. Ça fait vivre les gens très longtemps. Et ça en Algérie, on devrait tous immigrer en Algérie. On leur donne la France et nous, on va s'installer là-bas dans les Aurès. Oui. C'est beau Alger, hein. Alger, il y a une belle croisette, il y a la mer. Le Ressin, il est moins pollué qu'ici. Bah voilà, donc pourquoi ne pas aller là-bas? Vivre jusqu'à 120 ans avec une retraite, non? Ça peut être sympathique. Mais vous savez, moi, cher Jean-Michel, il y a ce débat qui, comme à droite, afflue, c'est celui du baby-boom. Et je trouve que, moi je n'aime pas tellement ce débat, je vais vous dire pourquoi. Parce que voilà encore quelque chose qu'a créé en gros le système pour diviser les gens. Voilà, maintenant on va diviser les générations entre elles en disant oui,
c'est à cause de vous, les baby-boomers, que nous, les jeunes, on n'est pas propriétaires. Les baby-boomers vont dire, ouais, mais parce que vous êtes pas assez, vous êtes trop fainéants et machin. Et ça va se taper sur la gueule. Alors que, en réalité, le grand responsable, le grand coupable de ce qu'il se passe actuellement, c'est le système, ce sont les institutions, c'est l'État, c'est les gens qui sont dans les assemblées nationales, les sénats, à La classe l'Élysée, à dirigeante. Matignon, La etc. classe Voilà, c'est la dirigeante. classe dirigeante. Mais on a encore créé un mouvement de division et, bien entendu, vous avez toute une masse qui tombe dedans comme des imbéciles. Et ça, c'est vraiment insupportable. Je sais pas ce que vous Alors, en pensez. diviser pour régner, mais maintenant on règne aussi par la déstabilisation, l'instabilité et le chaos. C'est une méthode de gouvernement qui est parfaite. On a opposé les hommes aux femmes. Il y avait, puisque la guerre des classes ne marchait plus, plutôt la lutte des classes ne marchait plus, on a créé la guerre entre les sexes, hein, de façon totalement artificielle. On introduit des notions extraordinaires comme le genre, mais le genre, qui se préoccupe du genre à part la minorité de la minorité. On donne des droits, donc on morcelle à volonté, comme vous dites, on oppose les jeunes aux vieux. Il y a toujours eu une opposition. Les jeunes ont toujours pensé que les vieux étaient des vieux cons, mais avant d'être des vieux cons, ils étaient peut-être aussi des jeunes cons. Et donc, mais on morcelle, on parcellise on archipélise la société française et on l'oppose à elle-même. Je parlais de la gendarmerie, des blindés d'intervention de la gendarmerie sur les Champs-Élysées, mais au Royal College de Londres, dans une revue fameuse d'affaires militaires, un brillant universitaire a dit qu'il y avait 2 pays aujourd'hui qui étaient menacés par la guerre civile, mais c'est pas nouveau, hein. Pellegrini, en 91, écrivait déjà un livre qui s'intitulait Demain la guerre civile, mais lui s'appuie sur des faits précis, des risques de guerre civile au Royaume-Uni et en France. Et alors, les signes prémonitoires ou les signes avant-coureurs ou précurseurs, c'est par exemple les grandes émeutes banlieusardes, c'était 2003 ou 2005, 2005 je crois. En France, oui, Euh, 2005. 2005, voilà. Et puis les émeutes pour Noël, les crimes de rue, c'est un terrorisme, qui est du terrorisme à bas bruit, même si les gars sont des déséquilibrés, ça veut dire qu'ils sont plus perméables que d'autres à certaines influences, mauvaises influences. Et donc la délinquance sexuelle, la drogue, les luttes entre narcotrafiquants qui font quand même pas mal de morts en France. Vous avez vu que la nouvelle prison de haute sécurité pour super narcotrafiquants a été inondée en partie. Ils ont ouvert leur robinet. C'est idiot, ils n'ont pas mis le feu à leur paillasse. Elles sont peut-être incombustibles, mais ça veut dire que cette prison de haute sécurité vient à peine d'être ouverte, qu'elle est déjà remise en cause. Bon, passons là-dessus sur le système carcéral français. Je pense pas d'ailleurs que ça soit la véritable solution. La solution, ce serait d'expulser immédiatement, après une peine dure, sévère, même courte, tous ceux qui sont des délinquants en France, mais ça, on n'en aura jamais le courage, ni la volonté, ni même la bonne idée. Donc, guerre civile, c'est une possibilité, qu'elle soit intercommunautaire, musulmans comme non musulmans, j'ai pas dit chrétiens, hein, les chrétiens on peut les chercher maintenant en France, et puis ou intracommunautaire, droite contre intracommunautaire à l'intérieur de la même communauté, droite contre gauche. Apparemment, les conditions commencent à être réunies. Tout ça n'est plus de l'hypothèse hypothétique. On n'est pas non plus encore dans le domaine de la probabilité, mais on est déjà entré dans le domaine de la possibilité. C'est vrai,
C'est possible. On remarque que les gens de plus en plus se séparent, se divisent. Dans les familles, on a créé aussi la zizanie dans la famille. Rappelez-vous, avec la crise sanitaire, tous ceux qui remettaient en cause le narratif officiel, eh bien, ils étaient mis au banc de leur propre famille, hein. J'en connais énormément. Tous ceux qui manifestaient contre le pass sanitaire étaient marginaux dorénavant dans leur propre famille. Donc oui, une guerre civile est totalement possible. Tout peut dégénérer dans ce pays, hein. Oui, hélas. Alors, quelle est la solution? La solution, ce serait un renouvellement complet de la classe politique, mais les Français continueront à voter comme ils ont voté. Puis je ferai observer que ce sont des minorités qui gouvernent la France, des minorités qui s'agglomèrent, s'agrègent à d'autres minorités. Mais M. Macron est arrivé en 2017 aux affaires. Il comptait à peine 14% de votants parmi les inscrits. Donc, c'est avec ça qu'on gouverne la France. Déjà, M. Chirac, c'était 17%. Mais on descend. Donc, qu'on ne nous dise pas que la République, c'est le système majoritaire. Et ça c'est la classe politique visible. Mais j'en parlais, tiens, avant d'arriver à l'émission avec notre ami Patrice. Donc, continuez à lui écrire et à l'appeler. Le Parti socialiste qui a fait 1,5% en 2022 est à la tête du Conseil constitutionnel avec M. Ferrand, qui est un socialiste, et à la tête de la Cour des comptes, de l'ARCOM et de nombreux d'agences d'État, peut-être je crois même du Conseil d'État, et de nombreux d'agences gouvernementales et d'État. Voilà. Alors qu'ils font 1%. De mettre le doigt sur une plaie et pas une petite plaie, Monsieur Moscovici, premier président de la Cour des comptes, vient de faire nommer sa petite copine Najat Vallaud-Belkacem parce qu'il veut en faire sa dauphine. Donc c'est une Marocaine qui demain, on va dire une franco-marocaine, mais non, on est marocain ou français, mais pas les deux à la fois. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'avait bien expliqué Hassan II. Vous ne ferez jamais d'un bon français avec un Marocain qui restera toujours marocain. Et donc Najat Vallaud-Belkacem risque de prendre la Cour des comptes. Et M. Ferrand, qui traînait quand même un certain nombre de casseroles, de prises, on ne va pas dire illicites, mais illégitimes d'intérêt, notamment au profit de sa femme. M. Ferrand est arrivé à la tête du Conseil constitutionnel avec le soutien, l'aide et l'assentiment du Rassemblement national, qui ont été assez bêtes, mais je ne sais pas comment ces gens sont pour être aussi bêtes. Peut-être que Mme Le Pen espérait que l'indulgence lors d'élections ou le jour où la question se posera de son éligibilité, non-éligibilité, puisque Mme Le Pen prétend pouvoir, s'il y avait des législatives, pouvoir se présenter comme d'habitude, mais elle est sous le coup d'une impossibilité, d'une interdiction actuellement légale. Et je ne juge pas sur le fond, bien entendu, en disant cela. Et je ne donne pas non plus mon sentiment, qui est évident. Madame Le Pen a fait passer Monsieur Ferrand. Enfin, Madame Le Pen s'est fait harakiri, elle est suicidaire. Tous ces gens ont placé, même si demain matin, Monsieur Bayrou quitte les affaires, Monsieur Macron a placé ses pions absolument partout. Il tient l'échiquier politique et institutionnel. Alors, j'ai des commentaires qui arrivent. Au cas où les Français souhaitent vraiment conserver leur niveau de vie, ce n'est pas 35 heures, peut-être 45 ou 50 heures par semaine qu'il faudra travailler, et aussi sans doute réduire les congés annuels de 5 à 4 semaines. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire de cet auditeur? Écoutez, il y a encore, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais il y a encore 20 ans ou 30 ans, c'était les vacances pour les fonctionnaires au Royaume-Uni, c'était 3 semaines par an. Et alors, ils avaient peut-être des petits congés par-ci par-là. Ils étaient beaucoup mieux payés que les fonctionnaires français. Mais on leur demandait plus de travail. Même chose pour le Japon, à la grande heure du Japon, le Japon a été quand même la 3e économie mondiale,
Il y avait la première, c'était les États-Unis, la deuxième, c'était l'Allemagne, la troisième, le Japon, la quatrième, la France. Maintenant, nous avons régressé à la 11e position, je vous le rappelle. Et bien, le Japon aussi accordait très peu de vacances à ses fonctionnaires. Enfin, Et de façon générale, dans l'entreprise. Je voudrais quand même dire à ce monsieur... La ressource humaine. La ressource humaine et donc le travail. Je voudrais quand même dire à ce monsieur, il a... oui, en effet, il faut beaucoup travailler. Nous, c'est ce qu'on fait. Dans Radio Courtoisie, à Géopolitique Profonde, etc. Seulement, si vous êtes dans des CDI d'entreprise... je sais que c'est compliqué pour avoir des nombres de témoignages, que c'est compliqué d'avoir des heures supplémentaires, parce que les heures supplémentaires en plus sont très taxées. Faut pas l'oublier ça. Non mais oui, mais peut-être que les gens veulent travailler, mais si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Hein. Pour lequel je n'ai aucune appétence. Vraiment, M. Sarkozy me sort un peu par les trous de nez. Mais il avait fait ses heures travailler plus pour gagner plus. Les heures supplémentaires étaient défiscalisées. Voilà une mesure qui semblait être utile et aller dans le bon sens. Mais nos bons syndicats qui vont mobiliser la France le 18, c'est travailler moins pour gagner plus. Hein, on peut dire que c'est leur formule. D'ailleurs, je note quand même que pour beaucoup aujourd'hui, c'est une philosophie qui s'est répandue en France. On ne travaille plus pour avoir une position dans la société. Quand je dis une position, c'est jouer un rôle, être un rouage actif pour avoir au fond, se sentir bien à l'aise dans sa peau de travailleur, de citoyen, de producteur. On travaillait pour avoir un statut social, sa place au milieu des hommes. Et maintenant, on travaille pour gagner de l'argent. Alors, et moins on en fait, mieux ça vaut. Alors, un auditeur nous dit « Bonjour, quand le pouvoir ne veut plus et que le peuple ne peut plus, alors nous sommes proches d'une révolution. » Alain de Benoît. L'IA n'est ni de droite ni de gauche. Alain de Benoît aussi. Monsieur Bayrou, ministre de l'Éducation nationale de 93 à 97. Et depuis, le niveau scolaire et universitaire n'a cessé de baisser, de s'effondrer. Belle référence à son actif, il est temps de le rappeler. C'est vrai qu'on rappelle toujours ces anciens. J'ai d'ailleurs entendu, j'ai lu un off. Alors là, j'en suis un peu tombé de la chaise. François Hollande souhaite se représenter en 2027, au présidentiel de 2027. Oui. Et on n'est pas un 1er avril. Pourquoi pas je sais pas jusqu'où on pourra descendre si bas. Mais alors, il peut être élu, ça le pire. Je voudrais corriger quand même un peu le propos d'Alain de Benoît. Quand il dit « nous sommes prêts », je crois que c'est lui que vous avez cité. Oui, c'est lui. Nous sommes prêts d'une révolution. Non, nous sommes prêts peut-être d'une explosion de colère, de mécontentement, d'une révolte. Mais la révolution, c'est autre chose. Il faut un projet pour une révolution. Il faut une architecture intellectuelle, idéologique au sens bon du terme. Il faut une doctrine, il faut encore une fois un projet. Justement, ce qui me frappe dans les guerres, que ce soit du Proche-Orient, notamment au Proche-Orient, c'est qu'il n'y a pas de but de guerre avoué, à part détruire Gaza, évacuer Gaza. Mais quel est véritablement le but de guerre réaliste, accessible, j'ai pas dit atteignable, maintenant on dit inentendable au lieu d'audible, on dit inatteignable au lieu d'inaccessible. Quel est le but de guerre réaliste? Nettoyer la Cisjordanie, le Grand Israël, tout ça semble non seulement improbable, mais surtout très, très irréaliste. Il faut se donner des buts précis dans un conflit. Je note, puisque j'ai fait cette digression, qu'au bout on va arriver le 7 octobre à 2 années de guerre dans la bande de Gaza, eh ben, le Hamas n'est toujours pas éradiqué, donc le but de guerre affiché, et les otages ne sont pas libérés non plus, que le but de guerre affiché par l'État israélien, par le gouvernement de M. Netanyahou, devrais-je dire, n'est pas atteint. Donc c'est aussi une faillite. Mais on continue à faire beaucoup de bruit de ce côté-là. Donc en France,
on peut s'attendre à une révolte, mais une guerre civile, plutôt qu'une révolution, serait à la limite plus probable. Mais qu'est-ce que donnerait cette guerre civile et cette révolte? Est-ce que ça renverserait l'État? Vraisemblablement. Là, vous savez, Monsieur Macron ne tient en fait qu'à un fil. Il tient au fait que les avantages des parlementaires, sénateurs comme députés, sont extrêmement importants, comme la bureaucratie, les 30 000 fonctionnaires de Bruxelles sont des gens qui sont gavés, archi gavés, et donc la soupe est bonne. Euh, Même si au départ ils entrent avec de bonnes intentions, ceux qui se tiennent encore peut-être un peu le mieux, ce sont peut-être les gens, et vous imaginez à quel point je les aime, sont les gens de la France insoumise, qui au moins se semblent... Mais eux, ce qu'ils veulent, ils ont une ambition, c'est prendre le pouvoir. Hein. Sont des révolutionnaires, dans l'âme. Et tous les moyens seront bons. Mais sont les seuls encore à parler un peu clair, un peu net. Au moins, M. Mélenchon est cohérent avec lui-même lorsqu'il demande la destitution, au contraire de M. Bardella qui demande la démission, la destitution de M. Macron. Mais ça, on pouvait. Je pense que l'une des dernières, quand M. Bayrou est arrivé à la tête du gouvernement, il y a eu une motion de censure. Le Rassemblement national s'est bien gardé de la voter avec le. Mais il fallait. La seule chose qui compte, c'est de dégager M. Macron. Hein, je n'y peux rien. C'est là aussi la vérité est brutale, la politique doit être brutale, mais c'est pas en louvoyant, c'est pas en épongeant l'océan à la petite cuillère que l'on parviendra à quelque chose. La France en a marre de tous ces. C'est dans l'Ancien Testament, hein, de tous ces chiens qui retournent perpétuellement à leur vomi. C'est vrai. Donc, on va lancer d'ailleurs là le bobino et on va revenir à la seconde partie d'émission. Enfin, vous pourrez le voir très vite sur les images parce que dorénavant les émissions sont filmées, le studio est neuf, il est bleu, les fauteuils sont en velours, on a l'impression d'être à Europe 1. Comme ça au moins, si je suis viré, des patrons de chaîne penseront que j'étais avec Pascal Pro à Europe 1. Voilà. Non, mais non. Je suis bien entendu toujours à Radio Courtoisie, la chaîne qui monte. D'ailleurs, c'est une des seules chaînes, et ça c'est réel, c'est Médiamétrie qui le dit, c'est la seule radio de France qui monte, et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Donc continuez à nous soutenir, c'est ce qui nous permet de nous rendre libres et indépendants, parce que c'est ça aujourd'hui notre valeur, c'est la liberté et notre indépendance. Nous ne sommes tenus par personne, ni par Bill Gates, ni par Mathieu Pigas et d'autres, ou Monsieur Niel, ou d'autres milliardaires qui veulent imposer le progressisme en France, le progressisme, le mondialisme, etc. Nous sommes libres de nos émissions et nous sommes libres aussi d'avoir des intervenants, d'excellents intervenants comme Jean-Michel Vernochet. Je le répète, Jean-Michel Vernochet, grand reporter, journaliste, ancien du Figaro, se fait bien trop rare malheureusement. Alors, cher Jean-Michel, j'ai encore un commentaire d'auditeur. Bravo à votre invité pour ses propos et la précision des 90 milliards d'euros dans le bas de laine des Français. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à la dette de plus de 3000 milliards. Donc, même si on vidait les économies des épargnants, on serait encore au fond du trou. C'est vrai. On serait encore au fond du trou. Et le trou, il est très, très profond. Hein. On a dépassé les 3200 milliards, 3000, hein, je dis bien 1000, 3200, 300 milliards d'euros de dette. Donc les 44 millions que réclame M. Bayrou en disant travailler encore plus et payer encore plus d'impôts, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les taxes pleuvent un peu partout, même si elles sont invisibilisées. Les 44 milliards, c'est pour le service de la dette, c'est-à-dire payer les intérêts. Hein. Ne faisons aucune illusion.
Mais, Et si l'agence Finch dégrade la note de la France, je crois que c'est aussi le 12, si cette note est dégradée, un peu plus, puisqu'on était de A', A+, A-, A, eh bien, ça veut dire que les taux d'intérêt vont également croître, et donc la dette avec. mais parce qu'il Donc il faut dire aussi une chose aux gens, parce que en France. il faut aussi dire une chose aux gens qu'ils comprennent. C'est que la dette de 3000 et quelques milliards, on peut, on va dire, continuer avec encore de la dette. Pour schématiser vraiment rapidement, quoi. Mais l'intérêt de la dette, ça, nous devons le payer et on peut pas le payer avec un emprunt. On doit payer tout de suite. Voilà, ça c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que si l'intérêt de la dette c'est 44 milliards, c'est-à-dire que l'État doit trouver tout de suite 44 milliards, pas sur les marchés, mais auprès des Français, pour les payer et pour refaire encore plus de dettes, c'est-à-dire pouvoir encore emprunter sur les marchés. Parce que si l'État n'emprunte pas sur les marchés, sur le interdit d'emprunter sur les marchés, il ne peut pas payer la fonction publique, les retraites, il ne peut pas payer la CAF de monsieur et madame, il ne peut pas payer plein de choses. Oui, ben l'État sera en panne, mais c'est pas grave. Nous sommes moins endettés que l'Italie, de Madame Meloni, qui était aussi dans le bureau ovale pour faire la risette à Monsieur Trump. Monsieur Trump qui se comporte comme un chef d'État euratlantique. Et Madame van der Leyen vient de faire un aveu assez extraordinaire, puisqu'elle a annoncé que nous allions acheter donc ce fameux GPL à hauteur de 700 ou 750 milliards d'euros. Et surtout, on va acheter toutes les puces électroniques, les semi-conducteurs dont nous avons besoin, de plus en plus besoin pour gérer, pour piloter, notamment chez EDF, il faut piloter les à-coups, les secousses, l'arrivée ou le manque d'électricité provenant des énergies renouvelables, les fameuses éoliennes, vous savez, qui donnent des à-coups prodigieux. La panne géante en Espagne et au Portugal en est un bon exemple. Là, c'était parce qu'il n'y avait pas d'électricité, mais c'est parce qu'il y en avait trop. Donc, l'extrême fragilité, il faut des super ordinateurs pour gérer tout ça, mettre en branle ou réduire ou éteindre quasiment nos centrales nucléaires pour pouvoir laisser entrer des flux massifs d'électricité éolien ou solaire. Et donc, j'ai perdu le fil de mon propos. Qu'étais-je en train de dire, Mike? On parlait de la dette, mais bon, ce n'est pas grave. Je voulais Oui, vous poser une question qui était quand même enfin, quelque chose dont on a très peu parlé, même parmi les médias alternatifs, même parmi les souverainistes. C'est a été décidé par Mme von der Leyen et la Commission européenne le doublement du budget de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il passe de 1000 milliards à 2000 milliards. Bien entendu, parce que l'Ukraine, parce que des. Enfin bref, c'est comme ça qu'ils l'ont justifié. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là encore. alors Mike, j'ai retrouvé ce que j'allais Ah, bah dire. d'accord. Madame Van der Leyen, à propos de nos relations à 15% d'augmentation sur les droits de douane avec les Américains, a dit, et nous achèterons donc les semi-conducteurs ou les puces électroniques pour permettre à l'Amérique de maintenir et de conserver son avance technologique. C'est pas beau ça, Ça c'est madame? beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Ah, mais c'est authentique, hein. Elle le dit, je l'ai entendu, j'ai Mais l'enregistrement. vous savez bien que les Allemands, dans le fond, c'est un peu des Américains. Il y a beaucoup Euh, d'Américains qui sont d'origine allemande. Hein. Tout ça, ça peut alors, la même souche. non, mais c'est la vérité, puisque il y a eu un vote du Congrès, vous pouvez retrouver la date, à une voix près, c'était l'allemand qui devenait la langue officielle des États-Unis. Bon, bah voilà. À une, Donc de à toute une façon, voix. elle s'en rappelle quand même, c'est son histoire. Vous voyez? Oui, peut-être. En tout cas, c'est extraordinaire. Nous sommes là pour servir la soupe
à l'Amérique, au lieu de dire on va lancer un plan, ce qu'avait fait De Gaulle, un plan calcul, qui a échoué, ce plan calcul avec j'ai oublié le nom de nos super ordinateurs de l'époque, Bull, c'était Bull, les usines Bull qui étaient près du SDEC d'ailleurs, dans le 20e arrondissement. Et bien, pas de plan calcul pour l'Europe, non, on va continuer à accroître la dépendance. Là, je voyais passer ce matin la liste, le dernier fabricant d'armes en France est en train de fermer boutique, de disparaître. On fabrique les armes de poing, les Ziegerhauser, sur un truc comme ça, qui équipent, sont fabriqués à moitié en Allemagne, à moitié en Belgique, et les munitions arrivent d'Israël. Enfin, la France est totalement en cas de conflit. Ce sera exactement comme pour le Doliprane qui arrive de Chine ou les masques. On sera obligé de quémander et donc d'être dépendant. S'ils veulent nous servir, ils nous serviront. S'ils veulent pas, ils nous serviront pas. Donc, moi, je me souviens d'avoir fait des études de droit international et on nous disait, on vantait les mérites de l'interdépendance. Mais l'interdépendance, c'est la dépendance tout court. Hein, encore une fois, si la Chine ne veut pas nous livrer de Doliprane ou des masques pour l'épidémie de Covid, eh ben on reste gros gens comme devant. Voilà. Donc, Madame von der Leyen, merci, elle est au service de l'Europe. Alors là, cher Jean-Michel, j'ai beaucoup de commentaires qui sont arrivés d'un coup là. Allez. Au sujet des boomers, cette génération a très bien vécu pendant 50 ans, profitant des dividendes de la croissance. Par ailleurs, tous les fonctionnaires ne disposent pas des retraites de la haute fonction publique. Bah, tout le monde n'appartenait pas à la haute fonction publique. Qu'est-ce qu'il raconte comme ânerie? Ah là là, on ne sait pas, voilà. Mais les gens, j'ai l'impression que ce nouveau débat sur le baby-boom va laisser énormément de traces parce que les gens vont s'étriper là-dessus. Moi, ce que je trouve fou, c'est que chaque fois, le système utilise les mêmes ficelles de division et les gens, ils continuent à foncer dedans. Mais alors vraiment, ça se demandait si on finit par apprendre ou pas. Enfin, je sais pas. Un de ces jours, on va se poser des questions profondes sur la démocratie. Hein. C'est clair. Ah, tiens, auditrice, pourquoi les gens font-ils de la politique? Pour servir la France ou pour percevoir leur bakchiche, d'après vous? Servir ou se servir. Peut-être qu'au départ, ils étaient purs et bien intentionnés, c'était pour servir, et puis très rapidement, ils se sont rendus compte que il y avait quelques avantages. Les avantages, c'est le mot moderne pour décrire les privilèges de l'ancien régime. Je rappellerai seulement que, avant même la fin de sa vie, quand il y a eu un mariage morganatique entre Louis XIV et Madame de Maintenon, je crois qu'il lui avait dit un soir au dîner, parce que Louis XIV dînait et à 10h le soir, il repartait à son bureau, il travaillait encore au moins pendant 2 heures, ces gens travaillaient, il a dit « Madame, n'oubliez jamais que nous ne sommes nés que pour servir ». Il faut savoir que sous Louis le Grand, la France était la première puissance d'Europe, à la fois démographiquement, alors que maintenant c'est plus le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on n'avait pas les naissances de nos nouveaux Français, on ne sait pas très bien où nous en serions exactement. La première puissance économique, militaire et démographique de l'Europe et donc du monde occidental. Bonjour, nos hommes politiques vont prendre leurs ordres à la Commission européenne. Ne faut-il pas sortir de cette Union européenne pour changer véritablement les choses? Bah oui, ça tombe sous le sens. En tout cas, il faut reprendre notre souveraineté. Le pouvoir royal s'est établi l'autre fois en empêchant les seigneurs de battre monnaie. Eh bien, le pouvoir bruxellois, qui a vocation à devenir fédéral, mais sans avoir les avantages d'un véritable empire, nous a empêchés de battre monnaie. Maintenant, on a un euro, mais c'est plus notre monnaie. On peut plus réévaluer, dévaluer, on peut plus ajuster. La monnaie n'est plus un instrument de souveraineté. En tout cas, elle est plus souveraine du tout. Je donne ça comme exemple. Que nous reste-t-il de souveraineté? Le commerce. Nous n'avons pas notre mot à dire. Quand M. Macron
nous dit « Ah, le Mercosur, on va sauver la paysannerie, les paysans montent jusqu'à Paris », mais c'est un mensonge grossier. Nous avons, il y a 25 ans, donné à l'Union européenne, à Bruxelles, une délégation de signature et de pilotage de toutes les négociations. Le Mercosur, on ne peut rien y faire. Le Mercosur sera appliqué. C'est pourquoi, d'ailleurs, on peut se demander si, pour pouvoir accueillir au mieux le bœuf argentin, c'est pas une des raisons pour lesquelles, dès qu'il y a un soupçon de présence du virus de la je sais pas quoi, là, de totose, dans nos troupeaux, pour un soupçon de présence sur un seul animal, on abat tout le troupeau actuellement. Ce sont des milliers et des milliers de bovins qui sont abattus. Exactement comme si on voulait trouver un bon prétexte pour détruire l'élevage en France. Mais cher Jean-Michel, moi je vais vous dire une chose. Pourquoi le Mercosur ? Lénine disait « On ne fait pas la révolution le ventre vide ». Le Mercosur, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une importation massive de blé, de bovins, de ce qu'on veut d'Amérique latine, bien moins cher que ce qu'on a ici en France, afin que les gens aient toujours à bouffer. Tout simplement. Bah oui, les supermarchés seront remplis. Voilà. Mais je fais remarquer qu'on est passé... Alors de la moindre qualité, certes, et du moins cher de ce qu'on veut, mais il y aura à bouffer, il y aura quelque chose à bouffer. Et bourré de pesticides et compagnie. Aussi, voilà, aussi. Vous savez qu'on est passé avec la division internationale du travail, la Chine étant l'atelier du monde, et donc nous avons par contre-coup connu une désindustrialisation massive. La France devient un pays pour touristes. C'est une sorte de vaste musée du Louvre, une vaste Disneyland, où vous choisirez ce que vous voudrez. Et nous avons une économie de service, mais l'économie de service, ça repose sur du vide. Le service, les loisirs, le théâtre, les spectacles de théâtre vivant, etc. Ça, c'est une plaisanterie. Ça n'a jamais créé de richesse. Hein, ça consomme de la richesse, mais ça n'en produit pas. Le processus, chemin suivi également par l'Amérique, et là où Trump veut essayer de recadrer. Ce qui produit de la richesse, il faut le dire, c'est l'industrie. Voilà, c'est la fabrication de quelque chose. Il y a de ressources que d'hommes. Et les hommes doivent travailler, produire. Les hommes, aujourd'hui, on est entré, quand je parle d'économie de service, c'est une économie de consommation. Alors, le caddie est plein. Merci, monsieur Leclerc. Mais il faut voir, il est plein de quoi. Je fréquente un supermarché, un hypermarché Leclerc, extrêmement bien tenu d'ailleurs, mais les gens sont énormes, gras, couverts de tatouages, c'est sympa, et on n'entend parler que de maladies. Et des caissières aussi, parce que je parle aux caissières, on me disait, mais non seulement les gens sont malades, mais de plus en plus jeunes. Nous sommes dans des sociétés malades psychiquement, hyperconsommation de neuroleptiques, mais malades physiquement aussi. Je pense, cher Mike, que vous, comme moi, vous entendez de plus en plus parler de gens atteints de cancer, qui n'est pas une maladie contagieuse, mais en fait, il y a une véritable épidémie de ces tumeurs malignes. Il y a une épidémie dont on parle peu, qui est celle du monde moderne et de la consommation, c'est celle du diabète. Oui, entre autres. Ah oui, parce que il y a du sucre partout. J'ai des problèmes de son là. C'est bon. C'est bon, c'est revenu. Voilà, donc le diabète, énormément de gens sont aujourd'hui diabétiques, et le diabète, ça crée des maladies rénales, plein de choses. Il y a des gens qui se font amputer, je le vois de plus en plus, parce que diabétiques. Et le fait que les industriels, ils nous donnent à bouffer, pour qu'on meure pas de faim, mais ils font tout pour que derrière on soit malade, pour que derrière le Big Pharma prenne le relais. Il faut se dire les choses. Oui, entre autres. Et puis le sucre crée une forme d'addiction. En plus, comme l'industrie du tabac trempait ses
ces tabacs qui ne donnaient pas le cancer avant que l'industrie du tabac américaine ne soit mêlée de la chose, avec des opiacés, mais également d'autres produits créant de l'addiction. Qu'on le veuille ou non, regardez les films des années 50, 60, 70. Dans les années 60, il y avait Jouvet qui jouait dans Quai d'Orfèvre. Il y a une salle où on interroge tous les prévenus, tous les suspects. Tout le monde est en train de cloper à mort. Jouvet lui-même fume, il offre une cigarette à l'homme qui est devant lui. Si vous regardez bien à la tribune des Nations Unies aux séances plénières, ils ont leurs cigares et pas seulement Castro. Tout le monde fumait, alors ne parlons pas de Churchill, mais les gens ne mouraient pas de cancer à l'époque. On nous dit... Vous savez, là aussi, Jean Gabin fumait. Dernièrement, on a pu voir le Pacha avec Jean Gabin et il faisait que fumer d'ailleurs. Et j'ajouterais que on dit aujourd'hui le tabac tue 60 000 personnes par an. Oui, il y a 60 000 personnes qui ont le cancer du poumon en France. Sauf que sur les 60 000, ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'il y en a 30 000 qui n'ont jamais fumé. Vous voyez comment on crée la peur, comment on crée la psychose, comment on nous met dans une sorte de politiquement correct, ne fumez pas, ne fumez pas, ne fumez pas. On a essayé un peu avec le pinard, et avec l'alcool, mais ils reviendront à la charge. Ce qu'on veut, c'est... Mais tout ça est très hypocrite, parce que dans le fond, ils vous disent ne pas fumer, mais comme on est dans une forme d'inversion des valeurs, inversion aussi des mots, du sens des mots, ils veulent que vous fumiez. Cannabis. Mais oui, parce que non, mais il y a ça. On veut légaliser le cannabis. Il y a ça, mais ils veulent aussi que vous fumiez malgré tout, parce que sur un paquet de cigarettes dorénavant à 12 €, 12 € le paquet de cigarettes, vous avez 80% de taxes. Mais c'est comme sur l'essence. C'est dingue. Ne fumez pas, mais comme un petit peu quand même, histoire qu'on prenne notre petite taxe. C'est ça en fait. En même temps, c'est un racket comme un on nous fait peur et en même temps, ça justifie des augmentations de tarifs. Alors, bonjour messieurs, la République française étant devenue un pays d'étrangers, la solution la plus logique n'est-elle pas de mettre... Alors là, solution radicale, hein. Un général de la Légion étrangère comme chef d'État pour réorganiser comme la Légion. Tiens, un militaire à la tête du pays. Oui, alors l'idée n'est pas mauvaise, mais encore faudrait-il avoir un militaire... Est-ce qu'on a aujourd'hui le Bonaparte, tiens? Si on l'avait, ça se saurait. Et puis les militaires sont bien gentils, mais il y a deux choses. Prendre le pouvoir, c'est une chose. Alors il peut y avoir un coup d'État militaire. Mais la deuxième chose, ensuite, c'est de l'exercer. Il faut être capable de le faire. Or, il y a certainement parmi les militaires des gens de grande valeur. Mais ceux-là, vous les verrez jamais ni sur LCI, encore moins sur CNews, parce qu'ils tiennent des discours impolitiquement corrects. Je me souviens sur LCI ou CNews, je ne sais plus, un amiral dont j'ai oublié le nom parce qu'on ne l'a vu qu'une seule fois, qui a dit mais les Russes sont parfaitement légitimes à intervenir en Ukraine au nom de l'ingérence humanitaire, entre autres. Ça fait 7 ans que le Donbass est bombardé. La guerre a réellement commencé à l'initiative de l'Ukraine, de Kiev, en 2014. On l'a entendu qu'une fois, il dit ils sont légitimes, c'est tout à fait légal. Et on l'a plus revu. Et on l'a plus revu, ce monsieur. Voilà. Alors, où sont les généraux écoutez, puis il y a aussi des gens comme d'éminents ministres de la communication, comme Mike Dombrowski. Dombrowski, pas Dombrowski, c'est autre chose, ça. C'est un autre, ça. Dombrowski. Et puis, il y a toutes sortes de gens fort intelligents, mais qui ne passent que sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, moi, je vais vous dire, passer dans les grands médias de grands chemins, c'est pas une fin en soi, c'est pas la panacée. Et d'ailleurs, je ne conseille pas aux gens de le faire, parce que rentrer dans le système, on ne change pas le système de l'intérieur, c'est le système qui vous change. Donc moi, je ne conseille pas aux gens d'y mettre les pieds. Hein. Et tous ceux qui le font, c'est, je le dis, à leurs dépens, hein, qu'ils le sachent. Écoutez, Mike, moi je fais une déclaration de candidature pour être
dictateur en sous-chef. Comme vous voulez, j'ai quelques idées sur la question. Ça fait 60 ans que j'y réfléchis, donc j'ai quelques Je idées. pense qu'il en faudrait une belle, quoi. Comme on a pu connaître, je sais pas moi, à l'époque des Tsars, des choses comme ça. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Sortir de la République, ça, bon, ça c'est vraiment une priorité, en Les effet. Français sont fascinés par les titres. L'intervention que vous nous avez lue, c'est un général. Mais pourquoi un général? Il y a peut-être un sous-officier. Après tout, Kadhafi était sous-officier quand il a ou petit officier. Euh, Hafez el-Assad aussi n'était pas un grand général quand il a pris le pouvoir en Syrie, et il avait aussi un pays qui tenait debout. Contrairement à ce que l'on dit, le boucher Assad, moi je vois surtout un boucher à Gaza, mais ça c'est une autre affaire et ça n'engage que moi. Mais parce que je pense qu'il y a l'histoire, c'est-à-dire Bonaparte, De Gaulle, et donc et les deux étant généraux, j'imagine que ça a dû imprégner les esprits. Mais il y a eu les circonstances qui ont joué. Il y a eu le fameux momentum historique. Puis ne pas oublier que De Gaulle, au lendemain de la guerre, a été débarqué vite fait. Il a attendu quand même un certain nombre d'années. Il a fallu une période de crise, l'épuisement de la quatrième République, pour qu'on fasse appel à De Gaulle. On l'a sorti en quelque sorte, on l'a presque sorti de la naphtaline. Hein, mais là, il n'y a pas eu de guerre mondiale avant qui aurait permis à des hommes exceptionnels d'émerger. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes exceptionnels dans ce pays, mais ils sont sous le boisseau. On ne les voit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la circonstance, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours les circonstances qui créent les hommes et les femmes. Qui permettent d'émerger, c'est-à-dire de casser les carcans, de briser le couvercle qui les enferme, qui les invisibilise. Mais le système est fait pour regarder quand même l'énorme médiocrité de nos ministres actuellement. Hein. Je ne sais pas où on va les chercher. On va les chercher justement parce qu'ils sont médiocres. Je pense que c'est ça, mais c'est un phénomène qui est général. C'est pas seulement au gouvernement, c'est dans les médias. J'ai découvert que votre collègue, Monsieur Rochebain, avait été quelque chose en Suisse dans les médias. Il aurait eu des casseroles. Ça l'a pas empêché, mais peut-être justement d'occuper ce poste éminent à LCI, d'interviewer en tête-à-tête Monsieur Macron, justement parce qu'il est tenu, parce qu'il a des casseroles aux fesses. Oui, il était un peu trop tactile avec de jeunes garçons. Paraît-il. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Non, c'est les journaux suisses, letemps.ch. J'invite les gens à lire letemps.ch sur Internet ou de retrouver peut-être la version papier, Le Temps. Ce sont les Suisses qui l'ont débarqué un peu en sous-main, si je puis dire. Nous avons une classe politique et une classe oligarchique qui est quand même moralement très corrompue. Alors, je vais aller très vite là parce que je reçois nombre de commentaires. Bonjour chers messieurs et merci de votre présence. Il me semble avoir entendu que l'encours placé en France est équivalent à la dette, donc méfiance, que Dieu vous accorde toutes ses grâces ainsi qu'à vos proches en cette fin des temps. Ok, savez-vous que les sénateurs, s'étaient voté une augmentation de 700 € par mois? Le jour où nos gouvernants donnent 2 milliards d'euros à l'Ukraine, le gouvernement donne 150 millions d'euros à nos agriculteurs. La préférence étrangère, toujours, dans ce pays. En tout cas, c'est pas la préférence pour les agriculteurs, ça c'est clair et c'est net. Dans les agriculteurs, on leur lance un petit boudin, c'est un os de poulet à ronger, et en disant démerdez-vous avec ça, voilà. Non, les agriculteurs sont condamnés à crever. N'oubliez pas que l'actuel secrétaire général de l'OTAN est l'ancien ministre de je ne sais quoi des Pays-Bas, de l'Irlande, et qu'il avait dû affronter Premier ministre peut-être, la colère des agriculteurs hollandais, qu'on a éteint, mais on a débarqué ce bonhomme qu'on a collé à l'OTAN. Voilà, pour sa servilité au but de Davos, au but mondialiste, liquider l'agriculture.
Commentaire d'auditeur, et là j'en ai beaucoup qui arrivent. La révolution n'est pas proche, elle est en route depuis au moins Mitterrand. La révolution se fait par la prise du pouvoir à l'intérieur des centres de pouvoir, par la suppression des contre-pouvoirs. Il ne faut pas confondre avec l'émeute, qui n'est qu'un instrument aux mains des révolutionnaires, ou une tentative extérieure qui est vouée à l'échec si elle n'a pas de soutien par une organisation de pouvoir. Les révolutions dites de couleur en sont bien l'illustration. Confondre les deux est confondant de naïveté. Il n'y a que la défaite de l'Union européenne OTAN qui peut précipiter un effondrement économique et politique de pouvoir de l'Union européenne. C'est pourquoi nous allons vers la guerre directe, prétexte à utiliser tous les leviers de pouvoir dits légaux. Article 16, état d'urgence, à la mode Zelensky, dictateur reportant les élections. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire ? L'article 16 n'a pas été fait pour les chiens, et M. Macron, qui a dit j'irai jusqu'au bout de mon mandat, espère bien peut-être en faire un second. Moi, je pense qu'il utilisera cet article. Sur le modèle de M. Zelensky, qui n'a pas été réélu. D'ailleurs, je signale au passage que c'est une des grosses pierres d'achoppement de la signature d'une paix durable avec l'Ukraine, parce qu'on ne sait pas ce que vaut actuellement la signature de M. Zelensky. Est-il légitime? Est-il légal dans ses fonctions? Il a été réélu par la Rada. Mais si la Rada elle-même est contestable, la Rada c'est le Parlement ukrainien, ça veut dire que le vote, les fonctions de M. Zelensky sont purement virtuelles. Et M. Poutine ne veut pas signer avec, au fond, un fantoche, quelqu'un dont on pourrait remettre en cause la signature le lendemain d'un acte, d'un traité, et il a bien raison. Il veut des garanties quant à la légalité, à la solidité du pouvoir ukrainien. Et nous en sommes loin, et c'est pas c'est le cadet des soucis apparemment de Mme von der Leyen et de l'Europe. La République avec la démocratie représentative, exemple pour les législatives, le peuple vote pour le programme d'un candidat, c'est-à-dire une vision politique qui lui est présentée. Ce député élu votera un texte de loi qui bien souvent n'a jamais été présenté sur son programme de candidat. Où est la démocratie représentative dès lors que ce même député n'interroge pas ses administrés pour prendre connaissance de leur volonté? Je signale qu'il me reste 20% dans ma batterie. C'est la réponse. Il nous reste 10 minutes, 12 minutes. Il nous reste 12 minutes. Ça devrait tenir encore. Si tout d'un coup il y a le rideau noir qui tombe, bon, bah, ce sera pas grave. Sera... Grand bonjour Jean-Michel, un très ancien collaborateur de Radio Courtoisie. Longue vie à vous deux. La croissance économique est fondée sur la consommation et non sur la production. Or, l'histoire nous enseigne que tout pays ayant fondé son économie sur la production, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, Japon, Chine par exemple, l'heure de leur épopée sont toujours devenus des puissances fondées sur la consommation. L'économie du pays ne cesse de s'affaiblir. En effet, totalement raison. Cher Mike, les baby-boomers ont travaillé afin de cotiser pour leur retraite. On n'a pas droit de leur reprocher d'en profiter. Ce n'est pas leur faute si le système de répartition est débile, bien courtoisement. Tiens, cher Jean-Michel. Ben oui, moi je fais partie des baby-boomers. Hein. J'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans pour payer mes études. Mais je peux vous dire que ma retraite, on n'en parlera pas, mais elle n'est pas grasse. Voilà. Et oui, parce qu'il y a un fantasme comme ça de certains. Moi, je le dis, c'est le système qui balance ça. Je me demande même si ce fameux compte Nicolas qui paye n'est pas en réalité un compte Twitter du système afin de créer encore et toujours une division auprès des gens. Parce que moi, je connais nombre de baby-boomers à 800, 900 euros de retraite par mois. Il faut arrêter de croire qu'ils gagnent tous 5, 6 000 euros, qu'ils habitent, je sais pas moi, l'avenue Foch, ou que sais-je encore. Il vaut mieux être un immigré de fraîche date, ne parlant pas le français, vous aurez la retraite de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux alentours de 800 euros par mois. Voilà, c'est ainsi que le monde tourne, ou plutôt tourne de plus en plus mal.
Mais il faut bien noter que ce ne sont pas les boomers qui vont faire la révolution. Les boomers, ils sont fatigués. Peut-être, mais en tout cas, ce que je remarque, tiens, en parlant de ça, c'est que ce sont le gros des troupes des baby-boomers qui sont allés dans les manifestations contre le pass vaccinal, contre la suspension des soignants. Oui, c'est eux, c'est pas la nouvelle génération, hein. C'est pas ma génération non plus d'ailleurs. Hein. C'est pour Macron. Non mais d'accord, oui, il y a certains qui votent pour Macron. Enfin, c'est vrai qu'une partie d'entre eux ont voté Macron. C'est une réalité. Mais que représente-t-il dans l'électorat? Première des choses. Deuxième des choses, est-ce que les moins de 40 ans se mobilisent, ou moins de 45 ans, voilà, plutôt, se mobilisent lors des élections? Est-ce qu'ils ne s'abstiennent pas? Voilà. Parce que lorsque je vous interromps, passez donc un petit bobino et je vais aller chercher mon chargeur. Bon, je vais pas. Ouais, allez, on passe le bobino, ça fera deux bobinos. Non, c'est deux bobinos, allez. Économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Voilà, vous continuez à soutenir Radio Courtoisie. Voilà, on est en direct et donc du coup, en direct, nos intervenants n'ont plus de batterie, mais ça arrive, les batteries arrivent, je le vois là sur l'écran. Son téléphone, le téléphone de notre ami Jean-Michel Vernochet va se charger très très vite. Il est là, c'est bon cher Jean-Michel ? Ah voilà, c'est bon, on peut le mettre à l'antenne. Ah voilà. Ah, bonjour, un auditeur qui nous dit bonjour, les révolutions arrivent par une défaite militaire. Ben, peut-être que la défaite militaire ukrainienne qui nous touchera, parce que nous sommes, je ne vais pas dire qu'on est collés belligérants avec les Ukrainiens, mais nous sommes quand même derrière les Ukrainiens, donc peut-être que ça peut changer des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Jean-Michel ? Je pense que la Russie est quand même économiquement mal en point, ça coûte cher, une guerre. C'est une armée professionnelle, il n'y a pas eu de conscription, contrairement à l'Ukraine. On ne ramasse pas les gens dans la rue, contrairement à l'Ukraine. Mais l'Ukraine est quand même tout à fait à bout de souffle. Je pense que l'Ukraine a perdu la guerre et qu'elle était perdue dès le départ et qu'il a été criminel par exemple, d'annuler les pourparlers qui étaient très bien engagés, les pourparlers d'Istanbul, au tout début, quelques semaines après le début du conflit. Monsieur Boris Johnson, ex-premier ministre britannique, qui est arrivé à Kiev, a dit arrêtez de ces rejeter toutes les pourparlers, tous les accords qui ont déjà été conclus, et nous allons vous fournir des armements. C'est-à-dire qu'on s'est précipité avec de l'huile, de l'essence pour jeter sur le brasier. On n'a fait que ça depuis ce moment-là. Et les gouvernements européens sont criminels. Alors, d'un certain point de vue. Ben oui. On parle. Vous savez, le chiffre qui a été avancé, on parle d'1 700 000 morts chez les Ukrainiens. C'est énorme. Alors qu'ils en avaient 200 ou 250 000. Et c'était un pays de 50 et quelques millions d'habitants, et ils en sont, je crois, à peine 30 millions dorénavant. C'est quand même... Ah bah on aura réussi à saigner à blanc l'Ukraine. Bravo aux mondialistes. Mais c'est comme pour l'abattage des bovins, ces bœufs d'Ukrainiens, on peut les envoyer dans le hachoir à viande. Alors le diabète résulte non seulement du sucre en excès, mais aussi de l'inquiétude et du stress permanent qui font consommer des anxiolytiques. La France est un pays anxiogène dans une Union européenne totalitaire. Il suffit de sortir de l'Union européenne pour s'en rendre compte. Il n'y a pas le cancer, mais des cancers dont certains sont liés à des virus. Cher Jean-Michel. Si on parle de virus...
il y a le virus de la peur qui est instillé en permanence. La peur, le virus de la peur et le virus aussi du déséquilibre. Il y a beaucoup de déséquilibrés chez nous. Ça, c'est un virus qui est assez ce que j'appelle le surineur de coin de rue, donc le Covid, mais il n'y a pas de psychose à l'égard de la vaccination. Non, du tout. Psychose des épizooties, c'est-à-dire des nouvelles épidémies qui touchent le bétail, de la dégradation de la note par les agences de cotation, comme Finch, mais par contre, l'État promeut un virus qui est, à mon avis, non seulement le virus de la peur, mais un idéo. Et dernière question. Dernier commentaire, et parce qu'après je voudrais avoir votre actualité, cher Jean-Michel. Merci et bravo, comme d'habitude, et belle émission, à ne jamais manquer. Il faut se rappeler en permanence de ce que dit Rockefeller: on tient les nations par l'énergie et les peuples par la famine. De toutes les guerres qui ont été fomentées par la puissance à la recherche de l'énergie, et maintenant la famine créée et organisée, totalement réelle. J'aime beaucoup les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous savez pourquoi, cher Michel? Parce que c'est des auditeurs qui ont du fond et de l'esprit. Et ça change de YouTube. Oui, on fomente effectivement des guerres, des famines. On voit bien que la famine est une arme de destruction massive et qui est employée actuellement au Proche-Orient, avec l'assentiment, c'est ça qui doit retenir notre attention, l'assentiment de toutes les grandes puissances. Je ne parle pas des États-Unis qui sont sionistes par essence et par définition, mais les puissances de la vieille Europe. Encore une fois, quand on va se réveiller dans 10 ans, dans 20 ans, on se rendra compte que on nous parle du massacre des Tutsis, mais ce que l'on a laissé perpétrer au Levant, et particulièrement dans la bande de Gaza, est bien équivalent. N'oubliez pas que les Nations Unies viennent de déclarer qu'il y avait un état de famine reconnu à Gaza. Et en même temps, la réponse a été, mais les Nations Unies, pardonnez-moi, mentent. Quand on assène une vérité, c'est toujours un mensonge, c'est étonnant, mais ça continue à marcher. Ça marche bien. Alors, le poème d'un auditeur habituel et fidèle au royaume de France en pleine décadence. Seul courtisan du prince autour des cacadences, d'action bonne dopée pour tenir la cadence, narguant minable gueux, qu'asphyxie tracas danse. Merci à cet auditeur. Votre actualité, cher Jean-Michel, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je vous écrivais beaucoup dorénavant. Est-ce que vous avez des livres? Alors, je viens de publier 2 livres sur thebook.com. Oui. thebookedition.com. D'accord. Ça permet d'échapper au circuit à la dépendance affreuse. Comment s'appellent-ils ces livres? Ça s'appelle Anatomie, pathologie du wokisme. Anatomopathologie du wokisme. Je démonte la famille infernale, je me transforme en mécano, et parce que c'est une dimension extrêmement grave. Tout au long de l'émission, vous avez parlé de la division des Français, de leur fragmentation, de la fracturation de la France profonde, du pays réel. Le wokisme est une bonne façon. C'est un ensemble d'idéovirus que l'on instille dans la population. Le marxisme pur et dur, qui n'en est pas si éloigné que ça, puisqu'il s'agit de déclarer que toutes les minorités sont exploitées, toutes les minorités sont dominées, et qu'il s'agit de libérer l'homme de toute la suggestion, notamment du patriarcat et des boomers, mais les boomers non sont déjà hors circuit. C'est le patriarcat blanc de plus de 50 ans. C'est ce qu'a dit, je crois que c'était Madame Ernotte, non, la patronne de France Télévisions, en disant il y a trop de blancs de plus de 50 ans sur nos chaînes. Donc je pense que c'est un livre qui n'est pas un roman à l'eau de rose, puisque c'est plutôt un journal de tranchées. Donc comment s'appelle-t-il ce livre? Anatomopathologie du wokisme. Et le deuxième, il nous reste 2 minutes. Et le deuxième livre? C'est les 2 premiers cahiers, c'est-à-dire 2 tomes différents. Ça vaut pas une fortune, et vous allez les trouver dans les jours prochains. Dans The Book Edition.
thebookedition.com. Voilà, sur le wokisme, Jean-Michel Vernochet. Où est-ce qu'on peut vous trouver aussi, à part sur The Book Edition? Est-ce que vous avez Ça va peut-être... arriver sur les grands distributeurs, je dis comme Amazon, D'accord, mais il faut attendre peut-être encore quelques jours. d'accord. Donc voilà, redites le titre de votre livre. Anatomopathologie du wokisme, mais vous trouverez aussi La débâcle, toujours sur thebookedition.com, La débâcle, guerre oligarchique contre les peuples et la guerre civile froide, c'est-à-dire froide, mais qui sera de moins en moins apparemment entre la gauche et la droite, mais la gauche, c'est plus la gauche que l'on a connue, c'est le macronisme puissance gauche puissance 10 qui s'appelle l'extrême centrisme. Merci à vous. L'ennemi du pays réel. Merci à vous, cher Jean-Michel. Vraiment, on a fait une très très belle émission de rentrée. C'était très sympa. Et voilà. Suivez Jean-Michel Vernochet, achetez ses livres, il se fait bien trop rare et je lance cet appel aux médias alternatifs d'inviter Jean-Michel Vernochet. Merci à vous en tout cas d'avoir été si nombreux. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Je reçois les amis de la librairie française. Ça aussi, voilà, il faut lire, il faut qu'il y ait des livres qui soient vendus, qui soient lus, parce qu'il y a des auteurs excessivement intéressants, surtout à la librairie française. On en parlera la semaine prochaine. Allez, salut, ciao!